et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. CEMAC, sommet des chefs d'État, convergence en rang dispersé. Nous nous interrogeons encore ce matin. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. C'est la première fois depuis 2019 que les 6 chefs d'État de cet espace se retrouvent en présentiel, l'occasion de faire le point sur la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC. Et quand on parle de la CEMAC, eh bien c'est plusieurs pays, c'est le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Solidarité et intégration régionale, c'est sans contexte le plus brillant résumé du projet commun des États membres de la CEMAC, unis autour d'un généreux idéal collectif, c'est-à-dire la construction d'espaces intégrés où les populations vivent ensemble dans un élan de solidarité, porté par une culture d'appartenance à une même communauté. C'est donc sous le signe de la solidarité et de l'intégration que Daniel Ona-Ondong, président de la commission de la CEMAC, a placé le 15e sommet des chefs d'État de cette institution. Si l'intégration régionale est présentée comme un processus qui lève les barrières entre les peuples afin de leur garantir une parfaite coopération, les réalités sont tout autres sur le terrain. Eh bien, ils sont nombreux d'ailleurs, les étudiants et sans oublier les commerçants qui trouvent encore cela très difficile. D'ailleurs, il y a une d'entre elles qu'on appelle Virginie Chimi, une étudiante camerounaise en Guinée équatoriale qui raconte les difficultés qu'elle rencontre avec les douaniers de ce pays. Elle déclare, et je cite, « Quand tu veux traverser la frontière et qu'il te demande 10 000 francs CFA, si tu as seulement 5 000 francs ou rien du tout, alors il te jette de l'eau sale, il te bouscule, t'insulte. Ce n'est pas facile, ce pays témoigne-t-elle. On parle justement de la Guinée équatoriale. Mais ce genre d'excès ne se rencontre bien sûr pas qu'en Guinée équatoriale, ça il faut également le dire. Au Cameroun aussi, les travailleurs étrangers, nous dit-on, subissent des discriminations, comme l'explique Jean Bédel Oumar, un Tchadien qui vit à Yaoundé. Pour lui, la carte consulaire, peu d'autorités camerounaises dans les contrôles routiers la considèrent, d'autres la déchirent ou la confisquent en plus de molester les gens. Je pense que quand un ressortissant de la sous-région présente sa carte à une autorité, si cette dernière a besoin des détails sur le document, elle doit s'adresser à l'ambassade qui a délivré cette carte consulaire. Explique d'ailleurs ce ressortissant tchadien. C'est cette carte que les ressortissants de la sous-région utilisent au Cameroun. En plus, on ne leur permet pas aussi d'accéder à certaines opérations bancaires. Cette année, eh bien, mesdames, messieurs, la question de la libre circulation des personnes est de nouveau posée sur la table. Les chefs d'État africains de la zone CEMAC ont donc relevé les défis liés au manque d'infrastructures transfrontalières, aux procédures de visa, aux exigences douanières, sans oublier les tensions politiques entre États qui freinent aujourd'hui l'intégration sous-régionale. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. CEMAC, sommet des chefs d'État, convergence en rang dispersé. En tout cas, pour bon nombre de ces chefs d'État, c'était une très belle fête. C'était d'ailleurs un succès total. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est panafricaniste. Il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les panafricanistes, à tous les Africains, tous ceux-là qui continuent ce grand combat de libération. Nous leur disons encore du courage, beaucoup de force à vous. Nous savons que nous sommes en train de réussir. Les barrières de l'obscurantisme sont de plus en plus repoussées. Tous ceux qui sont engagés sur les terrains sécessionnistes, il n'y a pas de panafricanisme dans la sécession. Arrêtez avec cette thèse erronée. Ce panafricanisme, ce n'est pas l'encouragement à la rébellion armée. Nous n'avons pas fondé des rébellions, mon frère Ngos. Tous ceux qui veulent faire leur lutte armée, qu'ils aillent voir leurs partenaires occidentaux et qu'ils commencent leur guerre. Nous n'avons pas encore jusqu'à présent constitué une unité guerrière dans les brousses africaines. Donc ceux qui veulent prendre ce maquis et le réaliser, c'est à leur propre dépens et c'est pour leurs propres intérêts. Nous nous désolidarisons de ce genre de lutte. Au contraire, nous sommes solidaires de tous les peuples qui, dans leur éveil, ont pris conscience de la capacité mobilisatrice du panafricanisme et qui bougent les lignes à partir du combat que nous menons dans tous les pays africains. Nous leur disons beaucoup de courage, beaucoup de réussite et beaucoup de patience parce qu'aucun combat ne réussit sans la persévérance. Nous devons nous armer de ces qualités pour enfin
réaliser le rêve cher à nos ancêtres, cher à nos dévanciers, la libération totale de l'Afrique, son émancipation et surtout sa restauration en tant que puissance qui compte dans le monde moderne. Merci à vous, Jonathan Watengele, d'être là ce matin du 21 mars dans le Grâce 2021. On parle justement du sommet ordinaire de la CEMAC à Yaoundé, pour bon nombre d'ailleurs des chefs d'État, et sans oublier le Cameroun qui accueillait d'ailleurs cet événement. C'était un succès total. Et nous de poser quand même la question, est-ce que ces chefs d'État de la zone CEMAC vont-ils finalement en rang dispersé? Eh bien, le constat est tout à fait bien réalisé de parler de marche en rang dispersé. On a noté qu'il y a plusieurs agendas qui se superposent dans ce sommet. Il y a le président Biya qui, à sa manière, vous savez qu'une bonne partie du combat panafricaniste se déroule à partir de son pays. Donc, lui aussi est content de cette lutte. Quand je dis content, c'est pas dire qu'il est heureux, mais qu'il compte comme étant quelqu'un qui a joué dans la promotion de ces valeurs panafricanistes. Aujourd'hui, on remarque surtout avec lui qu'il veut rentrer dans la même logique que le guide libyen Muammar Kadhafi, c'est-à-dire une dynamique collective. Il faut que ce ne soit pas une marche en rang dispersé, il ne faut pas que ce soit une marche en solo, que ce soit un bloc qui avance de manière organisée vers la libération. C'est une vision idéale. Et nous avons vu ce qui est advenu au guide libyen Muammar Kadhafi parce qu'il avait envisagé cette façon des choses. Parce que dès qu'il a envisagé le projet de manière collective, le projet a fuité et les forces obscurantistes l'ont happé. Donc le président Biya prend aussi un risque parce qu'il se dit certainement qu'aujourd'hui, les forces de changement, les forces d'émancipation en Afrique sont beaucoup plus importantes. Quand il regarde le Centrafrique, quand il regarde les velléités au Tchad, quand il regarde au Cameroun, il se dit il y a beaucoup plus de force. Il regarde en RCA, il voit que carrément le pouvoir du président Théodore Obiangema est acquis à la cause panafricaniste. Donc, il se dit si ces pays-là sont dans la même dynamique, pourquoi on ne pourrait pas continuer à impacter le plus de pays? De toutes les manières, il y a ceux qui travaillent à la vulgarisation de l'idéologie panafricaniste et il y a nous qui sommes, quand je dis nous, eux les chefs d'État, qui sont les acteurs institutionnels qui doivent réaliser. Sauf que c'est une marche en rang dispersé parce que quand vous regardez comment les États, par exemple le Gabon lui fonctionne, Gabon est resté dans les logiques de la France-Afrique, vous regardez le Congo-Brazzaville, la semaine dernière on en parlait déjà, il y a des logiques de bifurcation qui se présentent, un pouvoir qui est à cheval entre ses volontés, ses velléités émancipationnistes se rapprochant de la Chine et son nouveau retour dans le giron de la France-Afrique. On se pose bien des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Si on regarde au niveau du Tchad, après la page du père Idriss Déby Itno, on a un fils qui est revenu dans les mamelles de la France-Afrique. Donc, vous avez chaque pays avec son agenda. Et puis maintenant, il y a la RCA qui est dans les logiques émancipationnistes, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Cameroun. Donc, on a une CEMAC à double vitesse. Et peut-être c'est le reproche que beaucoup font aussi au chef de l'État camerounais, c'est qu'il a une démarche qui parfois frise une certaine nonchalance, qui ne rassure pas le gros lot des personnes qui sont résolument engagées sur les sentiers du panafricanisme. Ces personnes voudraient voir un chef d'État décider qui fait abstraction de cette autre dimension de la CEMAC où il y a une confrontation entre les France-africanistes, les France-africains convaincus et ceux qui sont les promoteurs de cette vision panafricaniste. Et à l'intérieur encore du bloc des panafricanistes, on en a qui ont une vision tout à fait personnelle de leur panafricanisme. Par exemple, quand vous regardez la Guinée équatoriale, c'est un pays qui ne manquera pas de faire la part belle aux médias panafricanistes, pour certains, hein, pas tous, parce que vous, mon frère Ngos, je ne dirais pas que vous avez bénéficié de l'accompagnement de ce gouvernement. Mais il y a ce soutien aux médias panafricanistes
qui peut être apporté. Il y a même un soutien aux engagements panafricanistes. Il y a des velléités au niveau institutionnel de créer un panafricanisme au niveau des élites. Par exemple, la Guinée équatoriale voulait financer le Parlement et même panafricain et voulait une entité autonome, l'Union africaine, sur son territoire. Donc, il y a vraiment des velléités d'émanciper le continent, du moins l'administration, la haute administration intercontinentale. Cependant, il y a un conservatisme au plan des fiertés nationales qui sape vraiment l'élan panafricaniste de la Guinée équatoriale. Et l'intégration sous-régionale. Et l'intégration sous-régionale. Ça déteint sur l'intégration sous-régionale. On ne peut pas dire qu'on est panafricaniste quand on ne peut pas accueillir les autres membres de la sous-région sur son sol. En fait, il faut travailler cet élément. Je ne dirais pas qu'on ne peut pas être panafricaniste. Il y a vous savez, notre lutte panafricaniste a aujourd'hui un volet nationaliste parfois qui est très fort. Oui. Et les nationalismes ont ceci de particulier que ça attise le chauvinisme. Et le chauvinisme, ça peut entraîner dans certains cas une dérive, oui. Qui est la xénophobie ou bien un certain type de pratiques qui ne sont pas recommandables dans le panafricanisme. C'est nous, panafricanistes, qui devons continuer de travailler contre, parce que ça fait partie des résidus de l'influence occidentale sur nos terres. Donc, la Guinée équatoriale a encore cette grosse faiblesse-là. Il y a beaucoup de chauvinisme dans sa politique étrangère. Il y a une certaine hypocrisie même avec les cercles panafricanistes, dans la mesure où ils ne veulent pas véritablement faciliter l'intégration sous-régionale et même régionale. Parce que quand on atteint un certain seuil dans le panafricanisme, on doit être capable d'accueillir les autres peuples sur son territoire sans préjugés, sans créer des barrières qui fragilisent encore l'intégration. C'est vrai, les autorités équato-guinéennes avancent très souvent l'idée suivant laquelle il y a des précautions sécuritaires à prendre, mais les précautions sécuritaires ne sont pas meilleures quand le pays est fermé que quand il y a une véritable police avec des moyens d'investigation sur le territoire. Le Cameroun est tout à fait ouvert sur l'ensemble des pays de la région Afrique. Je ne parle pas seulement de la sous-région, la région Afrique, parce qu'on a des personnes de toutes les nationalités au Cameroun. Des gens vivent même sans avoir de toutes les nationalités du monde, il faut bien préciser. Tout à fait. Et il y a des gens qui vivent au Cameroun sans avoir des titres des titres de séjour, des cartes de séjour, et qui gagnent très bien leur vie. On a tous des voisins qui mènent une activité et qui sont très nombreux d'ailleurs. Voilà. Sénégalais, Maliens, Nigériens, Centrafricains. Voilà. Ils ne viennent pas ici pour faire les attentats. Ils ne viennent pas ici pour créer une insécurité. Il y a eu des moments où il y a eu des risques même entre des jeunes de quartier avec des étrangers. La police a tranché même en faveur de ces étrangers. C'est le cas par exemple du côté du Kayabassi où il y a plein de Nigériens. De Nigériens, voilà. Donc l'intégration régionale ne pose pas ce risque sécuritaire si la Guinée équatoriale veut prendre ce prétexte. L'expérience camerounaise en est la preuve. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Cameroun peut être un des meilleurs élèves d'intégration. Il y a quelques pays africains comme ça, mais un des meilleurs élèves parce que même le Nigeria, il y a des représailles parfois contre les étrangers. L'Afrique du Sud, il y a des représailles contre les étrangers. On voit aujourd'hui dans les pays d'Afrique du Nord des représailles contre les étrangers, mais au Cameroun, ça ne se passe pas. Ça n'existe pas. Mais il y avait également un sujet, on va le dire comme ça, d'honneur dans cette, on va le dire comme ça, réunion ordinaire de la CEMAC, c'était le franc CFA. Là encore, eh bien, les chefs d'État se sont séparés en queue de poisson. Certains qui veulent justement sortir du franc CFA et d'autres qui pensent que ce n'est pas encore le bon moment. C'est ce que nous disions et nous craignons que le déplacement de Raffarin au Congo soit dans cette perspective. Vous savez, le Congo aujourd'hui pose un réel problème au sein de la CEMAC parce qu'il y a la manière d'apprécier son engagement. Le président Sassou Nguesso fait preuve de beaucoup d'indécision dans son approche et nous dirons que c'est beaucoup de naïveté aussi parce qu'il y a une rébellion. Hein. Moi, je parle des faits. Hein. Les autorités congolaises devraient bien se préparer. Il y a une rébellion qui est Il y a toujours M. Toumi qui est dans les forêts. Toumi même n'est plus apparemment le problème. Il y a tout un groupe qui s'est constitué. Ils ont créé un peu comme l'Ambazonie, un État fantoche qu'ils appellent le Congo,
qui n'a rien à voir avec le royaume du Congo qu'on a connu. Donc, ils ont créé quelque chose comme ça et ils disent qu'ils vont faire une rébellion au Congo, une sécession. Qu'est-ce que monsieur Sassou Nguesso va faire encore avec les Occidentaux? Cette sécession, il faut bien qu'ils le sachent, elle est en train de couver dans les pays européens. Les pays membres de l'Union européenne, c'est là-bas que c'est en train de couver. Et les armes qui risquent d'être utilisées dans un tel processus viendront du conflit ukrainien. Donc, ce seront des armes européennes. Oui. Et lui, il continue de jouer les larbins de circonstances, à jouer les troubles faits, reste dans cet imbroglio sur le plan de... La fois dernière, on avait mobilisé l'auteur John Moyle, il reste au carrefour de l'embarras. Ça ne va pas beaucoup l'aider. Ça ne va pas beaucoup l'aider. Parce qu'à la fin, nous, panafricanistes, nous observerons certainement le Congo comme étant une affaire France-africaine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des logiques france-africaines, les rivalités pour la conquête du pouvoir suprême ces rivalités vont amener une déflagration de ce pays. Donc, au lieu de continuer avec ces hésitations, il y a aussi le président Ali Bongo. Au lieu de continuer dans ce sens, ils doivent se ranger. Il y a également le jeune Mahamat, le général. Lui aussi doit choisir résolument d'adhérer à la vision qu'a fixée aujourd'hui le président Paul Biya. Il faut noter une chose, pour ceux qui... Je sais que beaucoup de détracteurs du régime de Yaoundé viendront dire « Ah, ça c'est un soutien à... » Non. D'abord, nous assumons une chose, c'est que le président Paul Biya, jusqu'à présent, c'est l'un des plus grands promoteurs de la pensée panafricaniste. C'est dans son pays que tout est en train de se développer sur le plan de l'idéologie, de la renaissance de l'idéologie panafricaniste, ce qu'on appelle le néo-panafricanisme aujourd'hui. C'est le Cameroun qui en est le cœur. Alors, le président Paul Biya a travaillé de son entre-gens pour avoir les Russes au niveau de la RCA. Et la RCA est en train d'être sécurisée. Par contre, que fait Mahamat sur la RCA? La semaine dernière, en début de semaine, des informations, non, c'est en fin de semaine dernière, des informations pertinentes des populations panafricanistes qui sont dans la ville de Moundou nous apprennent que des pick-up, 50 pick-up, 50 pick-up, 3 contingents, chacun de 50 pick-up, ont été aperçus dans les encablures de leur ville, qui allaient à la frontière tchado-centrafricaine. Et ces pick-up avaient des hommes lourdement armés. Et les populations de la ville limitrophe entre le Centrafrique et le Tchad, là où les Français ont placé leur base aérienne, et nous apprennent qu'il y a eu un survol important des aéronefs de l'armée française dans leur zone, avec un ravitaillement certainement en armes pour les hommes armés qui sont arrivés là-bas. Un important dispositif actuellement en train de menacer la RCA à partir du Tchad. Et ce qui est grave, qui incrimine le président Mahamat, c'est que la dite opération, on a vu la participation des forces armées tchadiennes dans la facilitation de l'implantation de ces hommes dans certaines zones. C'est les militaires tchadiens qui sont allés demander aux populations de céder certaines zones pour que ces gens soient recasés là-bas. Mais pourquoi le général Mahamat s'engage dans une telle activité? Il se met en faux avec tous ceux qui l'ont aidé hier pour qu'il se maintienne, parce que quand son pouvoir était fébrile, c'est encore certains leaders de la sous-région qui ont joué de leur influence pour qu'il soit maintenu au poste. Vu qu'il rentre dans une activité sous-régionale de déstabilisation, nous pensons qu'effectivement, il roule très clairement pour la France-Afrique désormais. Il n'est pas en train de proposer le schéma que nous avait offert son père. C'était un schéma qui arrangeait très bien la cause panafricaniste. Le sien, c'est un schéma qui davantage se rallie de la France-Afrique. Pendant ce temps, il y a quand même 3 pays qui sortent du lot, le Cameroun, le RCA, et sans oublier bien sûr la Guinée équatoriale, qui prennent justement langue en se disant pourquoi ne pas commencer ensemble et créer une nouvelle monnaie, ou alors s'appuyer carrément sur la crypto-monnaie. Nous pensons que
ce n'est pas un hasard. Il faut voir un peu si Paul Biya est quand même, on lui reconnaît quelque chose, c'est un monsieur qui est un fin stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez au sortir de cette réunion des chefs d'État, les principaux piliers de la CEMAC, comment ils sont investis par justement les hauts fonctionnaires de ces pays qui sont en confiance avec sa vision. La RCA, elle hérite de la présidence. La présidence, oui. On va le dire comme ça. Oui, et la Guinée équatoriale, je crois, elle va contrôler l'instance monétaire. Ça veut dire qu'en fait, pour les 2 prochaines années, c'est le cap qui a été fixé pour la nouvelle monnaie, pour les 2 prochaines années, les dossiers stratégiques de la CEMAC seront contrôlés par les pays qui sont en confiance dans l'élan émancipateur. Et ça a été bien pensé pour éloigner les 3 autres pays qui sont dans le giron de la France-Afrique. Et nous encourageons les sociétés civiles responsables de ces pays, les acteurs politiques responsables de ces pays. D'ailleurs, au niveau du Gabon, nous avons déjà identifié le New Power de Privat Gomo et oui. Toute la dynamique autour. Dont l'anniversaire était hier d'ailleurs, on va le souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Privat, président Privat. On a les Yves Bouka, Florence qui est en France. Toute la dynamique du New Power constitue aujourd'hui un véritable noyau de combat pour les panafricanistes gabonais. Au niveau du Congo, on regarde encore. Quelle est cette dynamique qui va se constituer pour porter le combat? Au niveau du Tchad, nous interpellons les Tchadiens. Parce que l'interaction avec nos frères tchadiens m'a appris beaucoup de choses. Il y en a qui sont très courageux dans la conversation privée, mais qui n'osent pas porter le combat panafricaniste dans leur pays. Ils décrient Succès Masra, ils décrient le régime de Mahamat, mais ils n'ont pas le courage de leurs ambitions, ou du moins le courage de leur cause. Ce n'est pas comme ça que le combat devrait être porté. Ils doivent sortir de l'ombre, ils doivent assumer leur posture de panafricaniste et ils doivent accepter que nous les présentions comme tels pour que se greffe autour d'eux des personnes qui ressentent cette flamme panafricaniste. Ce n'est que comme ça que le Tchad va changer. Pas en comptant sur des leaders providentiels qui arriveraient de nulle part. Non. C'est des individus que nous connaissons déjà. Ils sont là, ils doivent assumer et prendre leurs responsabilités. Mais beaucoup nous ont dit que la classe politique est entièrement france-africaine. C'est les conversations avec les Tchadiens. Oui, ils nous l'ont dit clairement, que toute la classe politique est france-africaine. Et l'homme m'a dit, Jonathan, dans un tel contexte, tu penses que moi, je vais courir quel risque là? Si j'arrive même, la France se battra pour que les autres me mettent les bâtons dans... Mais non, arrêtons de réfléchir comme ça. Sortons, ayons le courage d'être des déviants dans la scène politique nationale tchadienne. Sortons, assumons cette posture. C'est ce que nous appelons au Tchad. Il faut que les Tchadiens responsables écoutent ce message et qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ne peuvent plus rester en arrière. Ils ne peuvent pas observer la France comme étant un demi-dieu sur le Tchad. La France ne collabore pas avec Allah. Ils ne sont pas quelque part dans une pièce où ils échangent avec Allah et leur disent, voilà, au Tchad, c'est vous. Ils s'envoient des SMS, par exemple, pour dire, au Tchad, c'est vous qui allez gérer, c'est vous qui ferez. Non, ils n'ont pas ce privilège. C'est un pays qui agit en toute imposture. Les États-Unis même, qui ont aussi une certaine influence au Tchad, c'est de l'imposture. C'est à vous. Privat Gomo n'a pas 4 yeux, il n'a pas 4 têtes, il n'a pas 4 bras. Il est un être humain comme nous tous. On l'a arrêté un soir parce qu'il venait faire une déclaration forte. On l'a amené dans les services, mais rien que l'interpellation panafricaniste dans les réseaux sociaux a fait en sorte que les autorités ont commencé à reculer et on a libéré Privat. Même aujourd'hui, tous les leaders, tous les combattants du panafricanisme au Gabon, beaucoup sont inquiétés. Privat est sous résidence surveillée. Beaucoup là-bas sont inquiétés, mais la tension que suscite le panafricanisme, l'adhésion populaire fait en sorte que de plus en plus, eux-mêmes ressentent des changements dans la vie politique gabonaise. Et c'est eux qui vont impulser ces changements-là. Il faut la même chose au Tchad.
Au Tchad, il faut la même chose. Et nous réitérons encore l'appel sur le Congo. Les sécessionnistes qui sont allés faire un message disant qu'ils vont faire la sécession, que le panafricanisme c'est la sécession, arrêtez cette voie tortueuse. Revenez dans des voies raisonnables. Combattre Sassou Nguesso ne veut pas dire aller chercher les fusils pour venir exécuter des Congolais. Plus il y aura de morts sur vous, moins il y aura de forces vives capables de porter le combat. Vous allez régner sur qui? Sur les morts? Ou bien vous voulez être le régime Sassou bis? Sassou a tué pour arriver au pouvoir. Si vous voulez être comme lui, recommencer l'expérience. Mais sachez une chose, vous ne sortirez pas de l'ornière parce que vous aurez besoin d'un soutien militaire. Nous, panafricains, on ne fabrique pas les armes. Il n'y a même pas un pays qui nous soutient, qui fabrique les armes. Même la Russie, que nous encourageons comme partenaire, ce n'est qu'avec des États que nous encourageons ce partenariat. Aucun de nous n'a jamais sollicité une arme de la Russie. Et nous n'allons pas commencer aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vous encourager à aller prendre les armes. Arrêtez ces voies tortueuses. Arrêtez de marteler à vos peuples des voies tortueuses qui vous sont dictées par vos maîtres occidentaux. Choisissez la voie de la raison. Revenez dans le combat. Le combat est un combat d'abord d'idées. On a vaincu l'Occident sur la base du combat d'idées. Et quand on a vaincu l'Occident sur la base du combat d'idées, les choses elles-mêmes prennent corps dans le peuple. Un peuple qui constate que vous avez raison dans la démonstration des évidences qu'elle subit tous les jours. Qu'il subit tous les jours. Ce peuple-là ne vous demande pas une arme. Ce peuple sait se battre. Ce peuple n'est pas fait d'idiots. Les Congolais sont très intelligents. Quand ils sauront pourquoi ils doivent se battre, vous les verrez se battre pour leur intérêt. Mais ne prenez pas les raccourcis des armes. C'est des raccourcis pour des gens malhonnêtes. Ne rentrez pas dans cela. Donc, les Congolais, nous interpellons la conscience nationale congolaise. Et cette conscience nationale, il y a des héros mythiques qui l'incarnent. Nous n'allons pas le leur enseigner. Ils peuvent puiser dans le cœur. Et c'est bien parce que ceux qui ont voulu travestir le projet de Congo, ils peuvent rentrer dans l'histoire du Congo. Quelle était l'histoire du Congo? Les rois Congo, comment est-ce que la défaite de Congo a été organisée? Comment est-ce que l'État Congo était organisé? Sur quelle base? Mais l'État du Congo, le Congo-Brazzaville, ne repose pas seulement sur les Congos. Non, c'est un État multiculturel aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aller seulement sur la base de Congo culturel pour vouloir faire décupler les forces de libération du Congo. Il faut rentrer dans un discours qui est en phase avec la réalité de l'État congolais aujourd'hui. C'est-à-dire un discours qui intègre, qui inclut les autres communautés. Parce que la misère ne choisit pas celui qui ça va frapper au Congo. L'injustice ne choisit pas la culture ou l'ethnie du Congolais qui doit en être victime. Même les frères de Sassou sont victimes d'injustice. C'est-à-dire que ces cousins lointains qui sont au village, ils sont victimes d'injustice. Il y en a qui meurent dans les hôpitaux faute de soins de qualité. Donc, tous ces gens-là ont besoin d'être intégrés, de se sentir intégrés. La société civile responsable doit s'éloigner des thèses tribalistes, du repli identitaire, justement, comme nous étions en train de parler du chauvinisme qui a cours en Afrique centrale avec ce qui se passe en Guinée équatoriale régulièrement. C'est ce dont le panafricanisme insupporte. Le panafricanisme, c'est une idéologie d'unité. Il faut aller vers l'unité du peuple congolais. Et ce n'est que dans l'unité du peuple congolais que vous allez produire quelque chose d'original. Parce que même les critiques que vous adressez, vous formulez contre le régime de Sassou Nguesso, vous dites qu'il est un régime tribaliste. En quoi vous serez différent si vous faites une rébellion de frères du village? Vous serez aussi des tribalistes qui veulent seulement faire la guerre. Ça n'aura pas de sens. Donc, constituez-vous en entité crédible, multiculturelle comme l'État du Congo et qui n'a à cœur que l'unité du Congo et l'amélioration du standard de vie, comme le disait Oumniobé. Justement, pour sortir justement de cette édition de Parole panafricaniste, Jonathan Matenguene, il faut préciser quand même que le professeur Faustin Archange Touadéra a été élu par ses pairs à l'issue de la 15e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, président d'exercice de cette institution sous-régionale. Il déclare, et je cite, « Nous avons demandé à nos institutions spécialisées au niveau de la commission de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et au niveau aussi de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, de poursuivre les réflexions sur le franc CFA.
Et dans un délai très court, nous reviendrons. Il y a déjà eu une première réflexion sur laquelle nous avons travaillé. Mais des orientations ont été données de manière très claire avec mes pairs en direction des institutions et nous allons poursuivre dans ces délais-là très rapidement pour approfondir et prendre des décisions. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que nous savons aussi, c'est qu'ils se sont donné 2 ans pour que la nouvelle monnaie soit en circulation, rentre en circulation. Ça veut dire qu'on est en train d'aller à une course contre la montre où la question de la dédollarisation dans la zone de la sous-région Afrique centrale sera véritablement posée. Parce que n'envisageons pas seulement la question monétaire sous le prisme de nous allons sortir du trésor français. Ce n'est que la face visible du problème. Il y a la question de nous allons bâtir quelle monnaie, quel type de monnaie. Elle sera adossée sur quoi? Sur quel mécanisme d'échange international? C'est ça qui se joue. Et donc, à ce niveau, l'Afrique centrale est en train de travailler à ce que nous ayons une monnaie flat, une monnaie qui va être adossée sur un panier de devises. Et certainement, cette monnaie pourrait, d'après ce que nous sommes en train, obéir au même principe que édicté par la Fédération de Russie dans le cas des échanges internationaux, c'est-à-dire que les matières premières deviennent des bases fiables d'échanges internationaux avec les monnaies africaines. Donc, on pourrait être assis sur un modèle avec des paniers de devises et un autre modèle avec les ressources naturelles. Et chaque pays déterminerait alors comment ou bien la Banque centrale déterminera alors les matières premières pour lesquelles on pourrait échanger la monnaie. À ce moment-là, ça change tout. On sort de ces problèmes du dollar, de l'impérialisme du dollar. On sort de ces problèmes de l'impérialisme par l'euro. On rentre dans le multilatéralisme tel que nous l'envisageons aujourd'hui, nous panafricanistes. Et nous croyons que la question monétaire qui est posée posera nécessairement la question du rapport, même des gouvernants qui sont actuellement France-africains, avec leurs anciens maîtres ou bien leurs maîtres. Parce qu'à partir du moment où ils seront dans une union monétaire qui ne dépend plus de leurs maîtres, au moins là, le cordon ombilical sera coupé. Ils seront obligés d'atteindre leur maturité politique. Donc, le travail qui est fait sur la monnaie, c'est un travail très important qui va permettre aux pays même qui hésitent encore à leur émancipation, qui ne veulent pas s'émanciper par leurs propres moyens, de rentrer dans une ère émancipée. Mais nous aimons toujours porter cette réflexion, bien cette remarque. Pour ces pays-là qui veulent rester dans qui veulent rester des cadets politiques internationaux, nous leur disons toujours la patience des sages. La patience des sages n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus la preuve d'une inertie. Généralement, la patience des sages préfigure que bientôt l'ouragan arrive. C'est à ces pays-là de commencer à se mettre dans les normes. Quand je dis normes, ce n'est pas le système normatif. On vous comprend parfaitement. C'est l'ambiance générale africaine. Il faut qu'ils commencent à regarder ce qui se passe dans les autres pays. Nous sommes en train d'appeler les sociétés civiles. Nous savons qu'elles vont venir, que ce soit au Tchad, au Gabon. Gabon, c'est déjà là. Au Congo. Elles vont venir. Et ces sociétés civiles constituent le vent de normalisation qui est nécessaire pour que nous ayons des institutions sous-régionales reflétant la volonté populaire dans notre sous-région. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'avoir été nôtre encore ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos, et surtout beaucoup de courage à tous ceux qui nous ont regardés, qui avaient des occupations. Leur disons beaucoup de réussite. Le combat continue, la victoire au bout. Et comme le dit d'ailleurs un livre saint, c'est dans ces moments que le sage se tait. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.